invités. Je remercie le laboratoire Amgen de m'avoir invité à ce symposium. Bon, je vais commencer par une polémique. Les sportifs sont des gros malades. Très gros malades. Moi qui ai repris le sport après 20 ans de chef de service, je me suis remis au VTT dans les calanques. Ils sont très gros, très malades. D'ailleurs, j'ai changé de vélo, j'ai pris un vélo électrique et je me suis aperçu qu'il faut soigner leur cerveau parce que dans les calanques, ça va très vite. Donc, mes conflits d'intérêts. D'abord, j'ai repris les guidelines concernant les recommandations chez les sportifs et je confirme que la prise en charge d'une dyslipidémie chez les sportifs de haut niveau et les athlètes, c'est exactement les mêmes que dans la population générale. Alors, il y a certes des recommandations spécifiques, mais qui ne varient pas beaucoup par rapport à la population générale. Il faut soigner l'hypertension et les chiffres cibles sont habituels. Il faut soigner les dyslipidémies et les chiffres sont les mêmes. Ce qui est délicat, c'est que la plupart des sportifs disent « comme je fais du sport, je peux me supprimer des statines ». Effectivement, quand on fait du sport, on fait baisser le LDL et donc on peut effectivement éviter une statine ou de traiter la dyslipidémie, ce qui est faux. Ça ne remplace pas le traitement par statine. Je vous rappelle que c'est très important de traiter les malades qui ont une dyslipidémie. Il y a un number to treat qui est extrêmement important. En prévention primaire, c'est 17. En prévention secondaire, c'est 40. C'est une molécule extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Ce qu'on peut nous reprocher en cardiologie, c'est qu'on est obligé de traiter les patients de façon très longue. C'est sur 5 ans que le number to treat est calculé. Et c'est moins que l'angioplastie et la phase aiguë de l'infarctus, bien sûr, mais c'est quand même un traitement très efficace. Et pendant des années, on a été gêné par l'administration. Là, maintenant, ils ont enfin compris que faire baisser le cholestérol, c'était très important. Alors, chez qui le prescrire? Vous le faites tous. Vous évaluez le risque sur le score. Et il y a le haut risque, le très haut risque, le haut risque et le bas risque. Et en fonction de tout ça, vous avez des taux cibles. Alors, je vous rappelle que le très haut risque, c'est 0,55. Et il faut d'emblée pratiquement faire un combo. On n'y arrivera pas. Vous n'y arriverez pas à avoir 0,55 de LDL en prévention secondaire. Il faut, les fortes doses, vous les faites pendant peut-être un mois et demi, mais rapidement, vous allez passer avec une bithérapie, soit les étimides, soit les anti-PSK9. Alors, je vous rappelle que dans les recommandations, l'insuffisance rénale est devenue un très haut risque. Le diabète avec une altération de la fonction est devenu un très haut risque. Et désormais, le score, l'étude score 2, lorsque vous avez plus de 50 ans, c'est 7,7%. Donc ça va élargir très fortement les indications de traitement pour la dyslipidémie. Le haut risque est à 0,7. Donc là, on tombe dans l'insuffisance rénale classique, avec une clairance à faire à la DFG à 30. Et le diabète, avec ou sans comorbidité, avec ou sans complications, tombe à 1 gramme. Donc avec les endocrinos, on s'est enfin mis d'accord. On n'est pas d'accord avec l'aspirine, mais on est au moins d'accord avec les dyslipidémies. Et il reste que les modérés. On est passé de 1,15 à 1 gramme. Bon, je dois vous dire que dans la prévention primaire, ça chauffe un peu dans les congrès, ça chauffe un peu à l'HAS. Bon, moi j'ai été viré de l'HAS pour des raisons de tempérament, mais 1 gramme, c'est pas facile. C'est pas facile, 1 gramme. En prévention primaire, il y en a beaucoup d'entre vous qui prendront un traitement pour le cholestérol. Mais le problème, c'est le number to treat. C'est que l'administration trouve que c'est un peu cher. Donc combien coûte une vie, c'est toujours le problème. C'est combien coûte une vie. Donc aux États-Unis, le problème est simple, c'est $50 000 par an. Au-dessus, on ne traite pas. Donc il faut traiter les patients et malheureusement chez le sportif, il y a visiblement plus d'intolérants, ce qui est faux. Il n'y a pas plus d'intolérants chez les statines, il y a plus d'intolérants avec les fortes doses, ce qui est vrai. Donc le sport ne favorise pas l'intolérance aux statines. Le sport avec des statines forte dose, oui, favorise les intolérances statines. Mais l'effort avec les statines à faible dose ou à dose modérée, il n'y a pas plus de myalgie. La part des douleurs est évaluée dans plusieurs études et il y a un effet nocebo. 90% des myalgies sont des effets nocebo. Alors, ils ne sont pas tous psy, mais le fait de lire la petite fiche fait qu'il y a le drug, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça,
mais il y a le drug expression. Donc, bon, bah, moi, je le dirai la prochaine fois. Ils ne parlent pas tous anglais, les miens, hein, donc, bon, on verra. Hein, voilà. Donc, il y a aussi, il faut bien se mettre dans l'idée qu'il n'y a pas de différence entre statines. Hein. Les statines dites fortes ne sont pas plus, quand vous avez la bonne dose, ne sont pas plus avec des effets indésirables. Il est, bien évidemment, en prévention secondaire, il est interdit d'arrêter les statines. Il est adhéré à la statine. Donc, la semaine dernière, j'ai un pharmacien qui a dit à un de mes patients, vous n'avez plus de cholestérol, vous arrêtez le statine. Sur une sténose IVA proximale, bon, je vais me le taper. Il est à Salon, je l'ai localisé. Il a le droit à la lettre au Conseil de l'Ordre. Voilà. De temps en temps, ça me fait du bien. Voilà. D'habitude, c'est les externes, mais là, je vais me taper un pharmacien. Voilà. Intolérant aux statines, donc un petit interrogatoire. Moi, je n'ai pas le score comme les endocrinos. L'interrogatoire est très, très, très rapide chez moi. Donc, j'ai ce petit mémo, et globalement, je m'en sors. Et globalement, je change de statine. Je fais rarement le diagnostic sur l'interrogatoire pour l'intolérance aux statines. Je pars du principe qu'ils ne sont pas intolérants aux statines, et d'emblée, je me permets de m'appuyer sur la littérature et de faire toutes les alternatives qui ont été décrites. En premier lieu, je mets les étimides, après je fais statine faible dose, après je fais le combo avec après je fais statine 1 jour sur 3, enfin j'essaye de jongler pendant environ un an et demi comme ça. Et à la fin, je les ai à l'usure. Donc normalement, j'arrive aux objectifs avec la répétition est à la base de l'enseignement. C'est une technique assez particulière, mais qui marche pas mal. Il y a le traitement en cas d'intolérance avec les inhibiteurs. Alors, on a la chance, moi je pense qu'on a la chance d'obtenir cette molécule qui est très importante, que nous on utilise surtout en phase aiguë de SCA, hein, parce qu'on pense qu'un jour ou l'autre, pendant un an, ils auront des inhibiteurs systématiquement. Bon, on n'en est pas encore là, hein, mais globalement, je pense que si on arrive à stabiliser la plaque pendant un an avec des inhibiteurs PSK9, après on pourra éventuellement revenir à une statine, mais je pense qu'il faut y aller très vite à la phase aiguë et lisser la plaque. Et donc on a effectivement, vous voyez ici un succès, on arrive déjà à 0,55 avec la première dose, et avec des taux d'événements indésirables largement en dessous des fortes doses, enfin des statines dites à forte potentiel. Et vous voyez que ce soit le premier ou le deuxième, les résultats sont les mêmes. On a des effets indésirables quasi nuls avec un effet à 0,55 très important. Donc sur les très hauts risques à 0,55, je pense qu'un jour on n'aura pas le choix et on sera obligé d'aller sur les inhibiteurs PSK9. Et donc, comme vous a dit ma collègue professeure en endocrinologie, on a l'acide bénédictique. Alors, moi aussi j'étais impressionné par ça. Donc j'ai trouvé que c'était une excellente publication parce que dans le titre, vous voyez, il y a marqué intolérant aux statines, effectivement, dans les critères d'inclusion, parfait. Ah, j'ai dit, tiens, pour une fois, le New England, pas que des escrocs. Alors, je vous dis ça parce que je suis de la chloroquine, hein. Bon, c'est pas grave, non. Et j'ai lu l'appendice. Je fais plus ça d'habitude. D'habitude, je lis l'abstract et je lis la conclusion. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai lu l'appendice. Et ça ne marche pas en prévention secondaire. Donc lisez le New England, allez à la dernière page, dans le groupe prévention secondaire, ça ne marche pas. C'est tiré par la prévention primaire. La prévention primaire, il y a, sur je ne sais pas combien, 15 000 patients, c'est ça? Non, je ne sais plus. Il y a 300 patients prévention primaire. Donc les résultats sont tirés par la prévention primaire. Donc, on attend de savoir ce que va faire l'HAS. Pas moi, hein, parce qu'ils m'ont viré, donc je sais pas. Mais j'aimerais savoir ce que va dire Brucker et tout ça pour l'acide benzodioïque. En fin de compte, mes conclusions sont simples. Les sportifs ou les athlètes sont des malades comme les autres. Je dirais même qu'ils sont plus graves que les autres. Ils sont toxicomanes de l'endorphine. Hein. Moi, j'ai que des fous autour de moi, hein, qui courent tout le temps et qui, quand ils n'ont plus de tendon d'Achille, ils sont fébriles. Hein, il faut les hospitaliser. Hein. L'activité physique ne remplace pas les statines. On doit faire statine plus activité physique. Il n'est pas prouvé que le sport augmente la faible incidence des intolérances aux statines
Et il existe des alternatives crédibles maintenant pour les intolérants aux statines. Je vais m'arrêter là, mais je pense que j'ai le droit à 3 minutes, puisque j'ai été très vite. Monsieur le Président ? Non, je vais continuer. Vous allez manger tout à l'heure. J'ai découvert que peut-être qu'il ne fallait pas doser le LDL. Eh oui. Même moi, je dis ça, qui fait ma carrière sur le Plavix et le LDL. Il semble qu'il y a une petite molécule qu'on a méprisée toute notre vie, je le dis, depuis 20 ans, le LPA. Il semble que cette molécule soit très hétérogène et qu'elle soit peut-être responsable des accidents durant le sport. Plus on a un LPA, plus on thrombose. Bon, je dois vous dire aussi, pour être honnête, qu'on ne sait pas doser le LPA. On ne sait pas s'il faut doser la masse ou la concentration, les milligrammes ou les nanomoles. Donc on compte sur l'industrie pharmaceutique pour nous déterminer le vrai dosage. Mais ça, on ne sait pas encore. Ce qui est, c'est que quand même, c'est un facteur modifiable, et particulièrement pour les accidents à l'exercice. On sait que depuis le Covid, je ne sais pas si vous avez supporté le Covid, mais on a eu le pouvoir pendant environ 2 ans. L'administration a été plate. Monsieur, je voudrais un 2e électron. Bien, monsieur le professeur. Monsieur, je voudrais un 5e appareil d'échographie. Bien, monsieur le professeur. Monsieur, je voudrais un psychologue. Bien, monsieur le professeur. Il n'y avait plus de tableau Excel. On était les rois. Ça a duré 2 ans. Depuis 6 mois, on est redevenus les lèche-bottes de l'administration. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand même, dans le Covid, il y a eu un grand truc qui est apparu, la thérapie par RNase. Donc, retour terminal. D, parce que si vous étiez en terminale C, vous auriez fait maths P et vous seriez en train de monter une start-up dans l'intelligence artificielle. Donc, vous avez fait comme moi, bac D, 10 ans de médecine, et désormais, vous gagnez 26 € par consultation, récemment augmenté à 27,50 €. Mais vous avez bénéficié de ça. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les RNA oligonucléotides et les RNA interférences. On ne va pas finir comme Raoult en disant que le vaccin est une modification du génome. Le RNA, je vous rappelle que c'est dans le cytosome. Ce n'est pas dans la chromatine. Donc, vous voyez que si vous faites un oligonucléotide antisens sur l'ARN messager, vous bloquez la synthèse du LPA. Si vous créez un RNA particulier, vous le bloquez sur l'ARN messager, et là aussi, vous bloquez la synthèse de LPA. Il y a toute une série de nouveaux médicaments qui vont agir là-dessus, peut-être même sur la synthèse du LDL un jour, personne ne le sait, qui va être probablement les nouveaux thérapeutiques. Et donc, ça commence actuellement. On a des études qu'on a mis des ranging doses, vous voyez, on dose les doses jusqu'à avoir les doses toxiques. Bon, avant, on avait le lapin, maintenant, on a des gens qui ont le consensus très éclairé, vous voyez, les pauvres malades, s'ils savaient. Et donc, on commence à avoir des résultats très importants, et notamment sur la baisse du LPA. Et donc, on pense que le LPA ne sera plus un marqueur de risque, mais probablement un facteur de risque dans les années qui viennent. Et on a vraiment des résultats qui sont vraiment très encourageants pour l'instant. Et on a une molécule qui est très encourageante, qui est donnée à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde actuellement. On essaye de la tester, et tout le monde pense que c'est peut-être l'avenir, ces RNA messagers bloqués. Donc, ma deuxième conclusion est une nouvelle cible des dyslipidémies, le dosage de la LPA chez les sportifs à haut risque d'événements cardiovasculaires. Je vous remercie et je suis dans les temps.